Je voulais commencer cette réunion habituelle mensuelle avec le personnel du pôle par un petit mot d'information sur ce qui se passe sur le coronavirus. D'abord et surtout, j'y reviendrai pour remercier tous ceux d'entre vous qui ont participé à ça, parce qu'on a montré que dans les crises, il faut avoir, peut-être, moi c'est l'histoire de mes ancêtres, mais je crois beaucoup à la défense nationale à la Vauban. Il faut avoir des forts à toutes les frontières pour faire face aux crises. D'accord ? On ne peut pas dire, vous savez, il y a juste un laboratoire qui fait la recherche qui va vous faire la crise. Ça ne marche jamais. Quand on avait eu le charbon, au bout de 24 heures, les plus anciens, pas qu'il y a, non, mais les plus anciens doivent se dire, au bout de 24 heures, il n'y avait plus que nous qui le faisions dans le temps du son. Et on a fait un tiers de ceux du pays alors qu'on n'était pas du tout programmé pour ça. On était les seuls à avoir un grand P3 que j'avais fait construire à l'époque où j'étais président d'université à la faculté. Et alors, ce qui est très intéressant, je suis content que ça passe à la télévision, c'est que les internes qui tournaient le plus, rappelez-vous, c'est le bioterrorisme, hein, les internes qui tournaient le plus, c'était un Syrien, un Libanais et un Irakien. Ils étaient faisant de fonction, et c'est eux qui tournaient le plus. Et il y avait les renseignements généraux qui nous regardaient en disant « Qu'est-ce que vous faites ?» Mais attendez, ils sont internes, ils sont ici, ils font le travail. Donc, c'est une malice. Einstein disait « Les coïncidences sont des clins d'œil de Dieu. » Parce qu'il n'y a pas d'autre explication pour expliquer comment on peut y avoir des coïncidences de cette nature. Toujours est-il que dans ces situations de crise, il faut que les gens soient entraînés, il faut qu'ils puissent s'organiser, il faut qu'ils aient une taille suffisante. Donc j'entendais les gens de l'Institut Pasteur qui disaient oh là, on fait 10 prélèvements par jour. Je pense que les gens qui ont travaillé ici doivent prendre ça avec un certain recul. Quoi qu'il en soit, c'est une bonne chose pour nous de montrer que ce type d'organisation existe. Et ce type d'organisation existe. Et moi, j'ai voulu la faire pour plusieurs raisons. La première, c'est que dans cet épisode du bioterrorisme, parce que nous avions bien géré la crise du bioterrorisme avec les moyens que nous avions, on était les seuls à être capables de les rendre dans le temps du soin. On n'a pas eu de contamination ni de faux positifs. Il y en a eu un, je ne vous dirai pas où il est, mais ce n'est pas nous. Et donc, quand le gouvernement a changé, le ministre de l'époque, Jean-François Maty, et puis le ministre de la Recherche m'ont demandé de faire une mission sur le bioterrorisme. Je ne voulais pas faire que le bioterrorisme, je voulais faire les crises en maladies infectieuses. Et donc, j'ai fini de négocier. Vous connaissez, enfin, j'ai eu comme je voulais. Donc, j'ai fait quelque chose sur les crises en maladies infectieuses. D'accord ? Et la conclusion de ça, c'était ça. Il fallait faire des infectiopôles. Je ne disais pas qu'il fallait en faire qu'ici. Je pensais qu'il fallait en faire 7 en France. Je vous dis, comme les forts à la Vauban. Il fallait faire ça pour être capable de gérer les crises. Comment on gère une crise ? Il faut que les gens soient regroupés, que vous ayez des docteurs, que vous ayez des gens qui font du diagnostic biologique, de l'épidémiologie, de la veille, de la surveillance, tous ensemble. Voilà. Ça ne s'est pas fait, je le regrette, mais peu de temps après, 3 ans après, j'étais invité en Chine. C'est Jean de Shanghai qui avait demandé, parce que Marseille est marié avec Shanghai, et organisé une grande réunion. Je n'étais pas invité, ça m'arrive de me disputer avec les gens. Là, me disputer avec les gens de la CME. Et donc, ils ne voulaient pas m'inviter, mais les Chinois ont dit on veut avoir M. Raoult qui vienne nous faire une conférence. Marseille, on ne connaît que lui. Je m'excuse, c'est un outrage de plus à ma modestie. Donc, j'y vais, et je suis resté sidéré parce qu'ils venaient de finir l'hôpital qu'ils avaient construit dans les 2 ans après le SARS, en 2003-2005, un hôpital 680 lits, tous en chambre seule, tout en SB3, avec des SAS, qui étaient des SAS décontaminants par ventilation, avec un bloc en P3, avec des scanners en P3. D'accord ? Donc je suis resté sidéré et j'ai commencé par dire, écoutez, je ne veux pas vous donner des leçons sur ce qu'il faut faire pour Vladimir, vous savez mieux, je peux dire ce que je fais, ce que je pense. Mais à la fin, ce qui était prémonitoire, le type qui avait organisé ça sur l'hôpital, il me dit, écoutez, je voudrais vous envoyer quelqu'un. On l'a envoyé à Catherine Tabalé pour apprendre à analyser les séquences de HIV. Très bien, donc on l'a pris. Et puis après, il me dit avec un petit sourire, nous, Shanghai, 20 millions. Vous, France, c'est quoi, 40 millions? Donc il ne faut pas vous faire des illusions sur la manière dont les Chinois voient la France. Hein. Vous le voyez comme ça. Et donc ils ont continué avec une énergie considérable à faire des choses très empiriques, très peu spéculatives sur toute la technologie nouvelle. Et moi, j'ai publié le premier papier qui a fait la détection de virus tout venant par séquençage massif. Avec Michel, on a fait accepter le premier papier utilisant le mignon pour faire le diagnostic des infections respiratoires. Et donc, ce sont, en virologie, les plus forts. Ils connaissent mieux que les autres.
ils sont très empiriques. Ils n'ont pas de spéculation qui sont des choses que l'on fait dans les recherches vieillissantes. Et ils sont extrêmement dynamiques. Et donc, si vous voulez avoir des informations qui soient à peu près raisonnables sur le coronavirus, pour finir là-dessus, eh bien, vous pouvez regarder China Mail, ou moi je regarde Morning China, et vous avez en particulier ça qui est fait par le gouvernement. Vous voyez qu'ils font défiler ça tous les jours avec le nombre, alors là c'était 638, maintenant ils sont à 800, le nombre de cas, le nombre de morts et les endroits dans lesquels ils meurent. D'accord ? Donc ça c'était vendredi. Vous voyez qu'il en est mort qu'en Chine. Hein. Ce truc-là, pour l'instant, pas trop inquiet, il en est mort qu'en Chine. Et si vous regardez l'analyse qu'ils ont dedans, ils font une analyse très précise. Ils disent, attendez, c'est pas en Chine, parce que si vous regardez la mortalité dans la zone de je ne sais jamais comment ça se prononce, Wuhan, est de 5,8%. Et la raison, c'est qu'il n'y avait pas de site d'hospitalisation. C'est-à-dire la prise en charge a été très mauvaise. Donc, la mortalité, c'est 70% de gens avaient plus de 60 ans et 75% avaient des pathologies associées. Et la prise en charge était mauvaise, c'est la raison, vous avez vu, ils ont construit un hôpital en 10 jours. Il faut le faire. Hein. Et en dehors de ça, sur la Chine, en dehors de cette zone-là, la mortalité est de 0,17%. D'accord ? C'est extrêmement bas. Donc, encore une fois, l'analyse des données réelles est une analyse qui est très distante de l'émotion qu'il est de ça. Alors, les choses nouvelles sont émouvantes, mais je vais montrer jusqu'à quel point, très bien, elles sont émouvantes. J'adore ce graphique qui vient d'un site qui s'appelle Word in Data. C'est aucune de mes datas, là. Je rapporte que l'histoire des autres. Hein. Quand c'est les miennes, je précise que c'est les miennes. Ça, c'est très intéressant. Vous voyez, c'est les causes de mortalité aux États-Unis en 2016. Là, à gauche. Et puis, là, vous avez Google. Et regardez, vous êtes déjà à 25% avec suicide, homicide et terrorisme. Mais ça, c'est les gens. Les gens sont déjà moins excités que la presse. Alors, quand vous arrivez à la presse, ça, c'est New York Times. New York Times, vous avez 70% qui font suicide, homicide, terrorisme, ce qui correspond à 3%. Et pareil pour The Guardian. D'accord ? C'est-à-dire que ça ne reflète pas du tout la réalité. C'est un autre monde. C'est un monde dans lequel on rapporte quelque chose. Ce quelque chose étant, c'est intéressant, c'est une migration auquel la presse devrait réfléchir. Elle est moins réaliste même que Google, qui est tout le monde. Donc, quand on dit c'est les réseaux sociaux, c'est pas vrai. Hein. Les réseaux sociaux sont plutôt plus proches de la raison, vous voyez, que les grands médias. Quand même, le New York Times, c'est le journal de référence aux États-Unis, et The Guardian, c'est le journal de référence en Angleterre. Et d'ailleurs, si vous regardez, ça me fait de la peine de dire ça, parce que je l'estime pour lui, mais c'était il y a 40 ans, si vous regardez ce que dit le gouvernement chinois sur l'épidémie actuelle, je suis d'accord à 100% avec ce qu'il dit, c'est raisonnable, et si vous écoutez ce que dit Fauci, vous voyez qu'il est gâteux, il faut qu'il s'en aille, qu'il parte à la retraite, parce qu'il dit on s'en fout des gens qui sont morts de grippe, puisqu'on sait de quoi ils sont morts, il y a la vaccination, est-ce qu'il y a 10 000 morts déjà depuis le début de l'année pour la grippe aux États-Unis, hein. Il dit, mais c'est pas grave, parce que c'est saisonnier, ça disparaîtra au printemps, puis on a un vaccin. Bien sûr, il écrit ça. Et le coronavirus, il y a 0 mort, mais comme on ne sait pas ce que ça va devenir, c'est beaucoup plus inquiétant. D'accord ? Donc c'est très intéressant. Vous voyez que ça entre en résonance avec le New York Times. Vous voyez, c'est des gens qui ont peur de choses qui sont marginales. C'est intéressant. Voilà. La diapositive suivante. Et donc, moi, ça m'était déjà arrivé, c'est avec Philippe Gautret, et Philippe Parolin, ça avait eu des ennuis, les gens avaient beaucoup râlé, parce qu'on avait analysé tous les gens qui revenaient du Hajj, et pour regarder s'ils avaient le MERS Corona. À l'époque, c'était le MERS Corona, et donc ce qu'on avait trouvé, c'est que les gens venaient avec la grippe, en pratique. Et donc, j'avais fait ce hot topic qui s'appelait c'est la grippe idiot, parce que c'était un grand mot de Bill Clinton. Quand on disait que c'était compliqué, il disait « it's economic idiot ». Et donc j'avais pris ce truc, et ça a fait un grand scandale chez mes amis de l'ECMID, parce que, on disait que la grippe c'était beaucoup plus important que le MERS Corona, et qu'ils avaient pris pour eux que je les traitais d'idiots, ce qui n'était pas vrai. Et je pensais, mais je n'aurais pas écrit. Après. Et enfin, c'est le dernier truc chinois, c'est très très intéressant. C'est pour ça qu'il faut lire ce que disent les Chinois, c'est vraiment intéressant. Vous savez, les Chinois, actuellement, c'est le plus grand producteur de science au monde. C'est comme ça, ils ont dépassé les États-Unis en 2019. Donc c'est pas du tout par hasard que les choses se passent comme ça. Et ça vient des pays, je ne sais pas si vous voyez la vitesse
ils ont isolé le virus, ils ont commencé à tester toutes les molécules qui étaient partout, y compris les molécules anciennes, et ils ont trouvé que la chloroquine, qui marchait déjà sur le SARS, marche sur le virus, et ils disent, écoutez, entre les deux, la chloroquine, ça ne coûte rien, c'est le médicament le plus sûr du monde, c'est celui qui a probablement été le plus prescrit au monde. Tous les gens, pour la prophylaxie du paludisme, prenaient ça pendant leur séjour jusqu'à 2 mois après. Tous les gens comme moi qui sont nés au Sénégal ont mangé la chloroquine tous les jours. Donc la sécurité de la chloroquine, c'est, en particulier pour des traitements courts, c'est inouï. Donc ça va être le traitement de référence, et ils disent, écoutez, entre les deux, on voit bien que la chloroquine, ça ne coûte rien. Donc, moi qui n'aime pas beaucoup les prédictions, je peux imaginer, sans beaucoup me tromper, que dans le mois qui vient, ils auront déjà évalué la chloroquine sur le traitement et sur la prophylaxie des gens, des sujets contacts. Donc, je ne suis pas très inquiet. Si ça marche, ça veut dire que ça sera probablement une des maladies les plus simples au monde à traiter et à prévenir. Parce que quand même, avec un médicament aussi fiable, aussi bon marché que ça, il n'y a pas. Donc c'est le plus fiable et le moins cher de tous les médicaments sur le marché. Et donc on verra bien. Mais c'est un peu ennuyeux parce que s'il ne faut pas inventer un truc avec un temps de recherche qui coûte un prix fou à la place, ça va décourager les gens. Ensuite, voilà, je voulais vous dire, voilà, les résultats coronavirus de tout ce qui a été fait pour l'instant. Vous voyez que en dehors du NCOV, on en a fait quand même 3534. Je vous félicite parce que la vitesse à laquelle ça a été fait, c'est assez spectaculaire, en l'espace d'une semaine. Ça, je vous dis qu'à l'Institut Pasteur, voilà, on a 10 par jour. Mais c'est pas exactement le même débit. Ouais. Donc, je vous remercie. Ils ont fait, ce malheureux Colson a fait le soutier jour et nuit. Voici les Colson. C'est caché, ça va, tu t'es réveillé. Le soutier jour et nuit. Pour pouvoir faire ça, je vous remercie tous ceux qui étaient là. Je ne sais pas tous ceux qui étaient là, mais ceux qui m'envoyaient des mots, c'était Colson et Vera. Donc c'est la partie hébergée de l'iceberg avec qui j'avais des relations. Je vous félicite tous collectivement, c'est bien. Il n'y a qu'ici qu'on pouvait faire ça. Il n'y a qu'ici qu'on pouvait répondre de cette manière aussi rapidement que ça. Et je trouve que c'est bien pour les gens qui étaient là de pouvoir leur dire le jour même, écoutez, vous n'avez pas le virus. Je ne suis pas sûr que ce soit très émouvant ce virus, mais encore une fois, ce qui est de plus important dans une crise sanitaire, ce n'est pas la réalité, c'est la peur. La peur tue beaucoup, elle fait faire des bêtises, elle fait avoir des réactions dangereuses. Après, vous avez des gens qui ont l'air d'être chinois, qui plus personne ne veut parler. Donc il faut faire attention, les restaurants vietnamiens qui sont désertés. Donc il faut faire attention, la peur, c'est un truc terrible. C'est très dangereux, la peur. La peur, en particulier la peur des fous. Donc tout ce qui peut aider à contrôler les peurs, y compris l'isolement, la quarantaine, tout ça est important pour éviter qu'il y ait une crise sociale. C'est extrêmement important. Donc c'est pour ça qu'encore une fois, il y a une distinction à faire entre la connaissance scientifique et la gestion des crises qui sont de nature différente. La nature politique de la gestion des crises n'est pas celle de l'évaluation scientifique du risque existant à un instant T. Voilà. Mais en même temps, comme certains d'entre vous le savent, je m'étais beaucoup préoccupé de travailler sur les coronas tout court, parce qu'il y a 4 coronas humains qui sont des vraies choses, qui circulent, qui affectent les gens, dont on a pensé qu'ils n'étaient pas très importants, parce qu'ils ont été découverts au départ dans des bronchites et pas dans des pneumonies. Et donc vous voyez que on en est à 17 000, ce qui est bien, parce que je voulais battre les Chinois qui en ont fait 15 000. Alors que je ne dégonfle pas. Donc la plus grande série, il y a 2 grandes séries, toutes les 2 chinoises, une de 15 000, une de 11 000. Vous voulez faire mieux que les 15 000 des Chinois. Vous y êtes arrivé, c'est très bien. Et vous voyez que sur ces 15 000, eh bien, on a trouvé 600... dans les 15 000, on a fini par en trouver. Combien vous avez de positifs? Voilà. 642 positifs, vous voyez, dont... en tout, mais il y a 10 morts dedans. Donc, à la différence de Corona, plus de tous les grands trucs, c'est plus que la trottinette. Donc on voit que c'est un signe, la trottinette est un signe, il y a eu 4 morts l'année dernière par la trottinette. Donc si vous faites plus que la trottinette, c'est important. Faites moins que la trottinette, c'est probablement pas majeur. Donc là, ça fait plus que la trottinette, donc c'est important. Et c'est juste Marseille, il faut, pour vous faire une idée de ce qui se passe en France, l'hospitalisation à Marseille représente 1% des hospitalisations. Donc si vous voulez savoir ce qui se passe en France, il faut à peu près multiplier par 100 ce que nous avons ici. Ce n'est pas vrai dans les détails, mais c'est mieux que les modèles mathématiques. C'est à peu près vrai. Le modèle mathématique, c'est vraiment du fantasme. Ça, c'est à peu près vrai. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous dire. Globalement, c'est bien, il y a une crise, nous on est fait pour ça. C'est le temps qui dit si la crise était une crise raisonnable ou une crise déraisonnable.
Il y a des crises qui sont inattendues et qui font beaucoup de morts, c'était le cas de la canicule. Il y a des crises dont tout le monde se demande si ça ne va pas entraîner des modifications significatives de l'espérance de vie. Ça ne le fait pas. Et donc on le sait ça à la fin. Mais en tout cas, nous, on est là pour répondre à ces crises. Et ça a été fait, bien fait. C'est probablement pas fini. Et je voulais tous, très officiellement, vous remercier et vous transmettre les remerciements du directeur général de la santé, qui est M. Salomon, et le directeur de l'ARS, M. Demester, pour vous dire que ce que vous avez fait est tout à fait hors du commun, et que c'est bien que c'était fait ici, parce que c'est ce qui justifie l'existence même de cet IHU, qui est un des forts de la défense contre les crises sanitaires. Très bien.